Alors bonjour Monsieur Lefebvre. Bonjour. Alors on avait réalisé une interview début de l'année 2021 qui Absolument. s'intitulait Les tendances IT. Et donc l'objectif en fait de cette entrevue aujourd'hui va être de constater un peu, étant donné qu'on est au milieu de l'année, de constater un peu les avancées et les avancées principalement de ces prédictions. Et oui, c'est une bonne idée de faire un peu une review à mi-parcours, voir ce qui était là où on avait tapé dans le juste et là où on s'est planté, parce que ça arrive tout le temps. Très bien. Alors du coup on va commencer par parler un peu de tout ce qui était l'automne de l'IA, qui a été quand Mhm. même une grosse partie de votre présentation. Donc, de votre point de vue, en fait, vous pensiez que l'IA allait se pencher vers un certain déclin ou une entrée dans une phase un peu normale de maturité. Ouais, alors, bon, initialement, il y a 2 ans, moi je parlais d'hiver de l'IA, puisque dans l'informatique, tout est cyclique. Et donc, on a déjà connu ça dans les années 80, au milieu des années 80, où il y a eu un gros boom de l'IA avec les systèmes experts. Et puis finalement, tout cela s'est terminé assez mal et assez rapidement. Et on est rentré à nouveau dans une période qu'on a appelée l'hiver de l'IA. C'était la seconde, peut-être même la troisième de son histoire. Et là, je pensais qu'on allait connaître ça aussi. Mais il s'avère que c'est plutôt un automne, c'est-à-dire que ce n'est pas aussi sévère qu'un hiver, mais il y a quand même ralentissement, les médias en parlent moins. Et puis, on constate des éléments très concrets. Par exemple, IBM, qui était très optimiste, qui mettait en avant le fait qu'ils allaient gagner beaucoup d'argent avec Watson, qu'ils avaient créé une filiale spécialisée qui s'appelait Watson Wealth, Health, je me rappelle plus, enfin bref, ça a un peu d'importance, pour commercialiser leur fameux logiciel auprès des centres de santé américains. Ben, ils viennent de fermer cette filiale. Alors, il y a plein d'articles qui paraissent pour expliquer pourquoi IBM s'est planté là-dessus. Alors, il y a les habituelles erreurs de management des grosses boîtes comme IBM, mais la vérité, c'est qu'ils n'ont pas réussi à trouver le marché parce que le logiciel s'est pas avéré suffisamment performant pour faire la différence. Donc, c'est un peu le drame du machine learning d'aujourd'hui, c'est qu'on en parle beaucoup, on le met très en avant pour décrire son potentiel, mais en termes de réussite concrète, on a beaucoup plus de mal et on s'aperçoit qu'en gros, il y a deux cas de figure, c'est des domaines très stables sur lesquels on a beaucoup de recul et sur lesquels les systèmes de machine learning, deep learning, etc., peuvent faire la différence, peuvent apporter une surperformance par rapport aux opérateurs humains. Mais pour le moment, ça ne s'est pas encore traduit véritablement par des commercialisations fortes. Ça, ce serait un signe de réussite incontestable, mais ça n'arrive pas. On l'attend encore. Et puis les autres domaines, beaucoup plus complexes, où on s'aperçoit qu'il va être difficile finalement de faire vraiment la différence, que toutes les promesses qu'on nous a racontées pendant toutes ces années, eh bien, étaient difficiles à tenir. Alors l'exemple qu'on met continuellement en avant, mais parce que c'est un bon marqueur, ça permet de retracer comment tout cela évolue, c'est les voitures autonomes. Les voitures autonomes, pour le moment, on constate qu'on est toujours en train de patiner. On constate que on est en phase de test et que ces tests se passent pas aussi bien que ce qu'on voudrait. Récemment, c'est Waymo à Phoenix, Arizona, qui la voiture s'est retrouvée bloquée tout simplement parce que des travailleurs sur le bord de la route avaient mis des cônes et le système ne savait pas comment interpréter ça. Donc on n'est pas rentré dans un hiver de l'IA, mais incontestablement, on a des éléments qui laissent penser qu'on est dans l'automne de l'IA. De ton point de vue, du coup, ça a été un peu quelque chose d'innovant sur laquelle, une situation innovante sur laquelle l'entreprise s'est jetée et que ça manquait clairement de maturité pour en faire un business rentable et intéressant pour le moment, quoi. Bah oui, avec IBM, c'est vraiment un cas d'école. Ils ont voulu être les premiers et profiter de l'allant médiatique autour du machine learning. Mais en informatique, on sait bien que ce qui compte, c'est pas d'être le premier, c'est d'être le premier à faire bien. Et pour ça, il faut une maturité de tout l'environnement que, incontestablement, en IA, on n'a pas encore atteint. Ça viendra sans doute,
ça viendra pour certains domaines, pas pour tout. C'est absurde de vouloir généraliser, de dire, de toute façon, à chaque fois qu'on dit ce sera tout pour tout le monde et ça va tout changer, on sait qu'on dit une connerie. Donc bah, là, c'est le cas. D'accord, très bien. OK. Vous aviez aussi, étudié la question de la sécurité et qui semblait être un énorme challenge pour cette année à venir. Est-ce que, il y a eu des événements, il y a eu certains changements? Quel est votre point de vue maintenant, sur ce sujet de la sécurité? Bon, c'est plus que jamais l'année de la sécurité. On le voit d'ailleurs chaque semaine, il se passe quelque chose d'important, voire de grave, qui confirme que c'est l'année de la sécurité, en particulier du côté des ransomware, où il y a chaque semaine, j'insiste, chaque semaine, une grosse opération qui se déroule. Alors, on a eu Colonial Pipeline il y a quelques semaines. Là, c'est un gros opérateur d'abattoir aux États-Unis, le premier mondial, qui a un certain nombre de ses filiales qui sont bloquées par un ransomware. Bon, c'est tout récent. Donc, on va avoir ce genre d'affaires tout au long de l'année. Hein, c'est un peu l'année du ransomware, mais ça l'était déjà l'année dernière. L'année dernière, on en parlait moins, enfin, on commençait à en parler, mais c'était le même trend, la même tendance. Et alors, ce qui est significatif aussi, c'est de voir que les assureurs maintenant refusent de prendre en compte ce type de risque. C'est AXA qui récemment a dit bon bah moi ça je rembourse plus, et ils étaient d'autant plus comment dire pointus sur la question qu'on s'est aperçu que leur filiale asiatique avait été victime d'une attaque de ransomware. Donc Mmh. ils avaient bien compris que c'était un sujet qui concernait tout le monde, puisque ça avait fini par les concerner eux. Donc là, bien sûr, ils se sont dit, bon, bah là, ça suffit, on n'assure plus. Donc oui, c'est incontestablement l'année de la sécurité. Tout ce qui s'est déroulé depuis le début de l'année, y compris l'incident d'OVH, montre que la sécurité, les plans de reprise après incident, après désastre, etc., c'est des choses sur lesquelles on ne peut plus faire l'impasse, sur lesquelles on est obligé maintenant d'être sérieux. Donc là, c'est incontestable que c'est une tendance lourde et qui montre ses effets semaine après semaine. D'accord, OK. Bon, par ce sujet, je pense que les prédictions étaient totalement justes et qu'elles se prouvent par de nombreux événements récents. Ouais. Ensuite, il y avait un autre questionnement très important qui concernait tout ce qui était les acteurs, en fait, présents depuis des années dans le secteur informatique, que ce soit Intel, que ce soit IBM, que ce soit Salesforce par rapport à son rachat de Slack. Donc, où en est un peu, où en sont ces grands groupes et quelle est leur situation actuelle? Alors, on va parler de deux exemples parce que l'actualité, justement, les concerne. IBM, on vient déjà un peu d'évoquer. Ils ont fini par fermer leur filiale spécialisée dans l'IA, mais en fait, c'était simplement la conclusion de quelque chose qui était en germe. Par contre, le cas d'Intel est vraiment très intéressant. Le nouveau PDG d'Intel fait ce qui aurait dû être fait depuis 10 ans. Il y a plus de tabou au sein de cette organisation, et ils sont même capables d'accepter de faire de la fabrication pour d'autres, ce qui s'était toujours refusé à faire jusqu'à présent. Donc, dans le cas d'Intel, finalement, on peut être à nouveau relativement optimiste, c'est-à-dire qu'ils étaient rentrés dans la catégorie mort-vivant, mais peut-être qu'ils vont en sortir, ce qui est très très rare d'ailleurs, ce qui est rarissime, parce que il me semble que le nouveau dirigeant soit vraiment bien orienté et compris la gravité de la question, et soit prêt à prendre les décisions difficiles qui font que peut-être il va revenir dans le jeu. Voilà pour les acteurs. D'accord. Et du coup, puisqu'on parle, d'entreprises informatiques et cetera, on avait évoqué par la suite le grand questionnement justement du cloud gaming qui était de plus en plus présent en France, qui se développait énormément aussi à l'international et via les grandes filiales comme Amazon, et d'autres. Où en est le cloud gaming en ce moment et quelle a été son évolution durant ces 6 premiers mois, de l'année 2021? Alors, c'est toujours assez étonnant d'évoquer le cloud gaming quand on parle de tendance IT. On se dit bah, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Pourquoi vous parlez de ça? Si ça vous intéresse, fort bien, ben, jouez de votre côté et puis laissez-nous tranquilles avec les trucs sérieux. Mais justement, c'est là où c'est important de mettre le doigt là-dessus, c'est que c'est très sérieux.
c'est très sérieux parce que ça préfigure ce que sera notre informatique dans pas longtemps, 2 ans maximum, parce que le cloud gaming va achever la nullification du PC. C'est-à-dire qu'en gros, l'interface avec laquelle vous vous connectez au service du cloud n'aura plus aucune importance, que ce soit un Chromebook, que ce soit un Windows pur et dur ou toute autre chose, ça compte pas, ça compte plus. Et le cloud gaming nous montre ça, nous montre la direction. Et en matière de cloud gaming en France, il y avait une filiale qui s'appelait, c'est Shadow ou Blade, je ne sais plus, je confonds toujours les deux noms, tu sais, toi? C'était Shadow, côté Ouais. français. Ouais, et bien, qui était tombé en redressement judiciaire et qui a été racheté par OVH ou Octave Klaba, je ne sais plus s'il l'a fait à titre personnel. Bon, ça n'a peu Son groupe d'importance. d'investissement. Son groupe Ouais. d'investissement. Et il a été assez malin pour comprendre que ça avait de la valeur et que surtout c'était l'avenir. C'est-à-dire que dans quelques années, on va louer sa capacité à être un visionnaire, à avoir racheté ça au bon moment pour pas cher et que maintenant c'est valorisé N fois, etc., etc. Parce que lui, il sait bien comment va évoluer justement les services cloud et il sait bien que le modèle mis en avant par le cloud gaming va en fait être généralisé après à tous les usages. Donc la bonne nouvelle de ces 6 derniers mois, c'est justement que ce pionnier français n'est pas disparu et été inclus dans la galaxie OVH, qui a d'ailleurs fait beaucoup parler d'elle ces derniers temps, en mal et en bien. Mais là, au moins, cet épisode, c'était important que ça disparaisse pas. D'accord, Donc, le très bien. cloud gaming, plus que jamais, est une tendance importante. On s'en rendra compte au fur et à mesure. Très bien. Du coup, suite à ce cloud gaming, indirectement, c'est lié également à tout ce qui est home office, au développement de l'utilisation des ordinateurs chez soi, etc. Et c'était un vrai questionnement du home office. Est-ce que c'est quelque chose de temporaire, dû à la situation sanitaire? Est-ce que c'est quelque chose qui va se démocratiser? Quels ont été les grands changements de ce home office et leur impact sur ces premiers mois? Alors, ça n'a pas tellement changé dans le sens où la généralisation de l'usage du home office, y compris auprès des retardataires, auprès des réticents, s'est faite volens nolens. C'est-à-dire que les gens, même s'ils ne veulent pas, ils finissent par quand même le faire parce que c'est devenu incontournable. Je n'ai pas vu passer pendant ces 6 premiers mois des éléments qui permettent de confirmer ou d'infirmer cette tendance. En quelque sorte, c'est devenu mainstream presque sans tambour ni trompette, sans qu'on s'en rende vraiment compte, alors que c'était quelque chose sur lequel on a beaucoup tardé et il a fallu la crise sanitaire pour que ça s'impose. Mais je constate une espèce de généralisation auprès des gens que je connais. Aujourd'hui, plus personne ne conteste cette tendance. Donc rien de neuf pendant ces 6 premiers mois, mais rien non plus qui permettrait de dire, avec le retour à la normale, les gens vont se précipiter dans leur bureau habituel et le home office ne sera jamais qu'un souvenir, éventuellement un mauvais souvenir pour certains. Non, je pense que c'est là pour durer, mais on n'a pas eu d'éléments marquants pendant ces 6 derniers mois pour le remettre en avant. Ensuite, donc, on a eu le sujet du JavaScript sur son positionnement actuel, son utilisation et un potentiel remplacement du LAMP, par le LAMP. Ouais. Alors là, c'est une question assez technique et qui, j'y crois toujours, sauf qu'il n'y a pas d'éléments nouveaux parce que ça va prendre du temps. Ça va demander du temps avant de produire des effets. Mais il est clair que la pile LAMP commençait à être vieillissante et que aujourd'hui l'avant-garde, c'est la pile Min, c'est-à-dire basée sur JavaScript. Et on peut parier dessus, même si on n'a pas d'éléments nouveaux qui permettent de confirmer ou d'infirmer cette tendance. D'accord, donc c'est quelque chose à voir, mais qui va prendre du temps à être accepté dans un premier temps et puis mis en place de manière générale au sein du secteur, quoi. Ouais, absolument. D'accord.
par la suite, il y avait un vrai questionnement sur certaines tendances qui sont, entre guillemets, considérées comme discrètes, qui était justement le développement et la mise en avant de tout ce qui était low-code et no-code, mais aussi de tout ce qui était RPA. Absolument. Alors ça, ça continue, toujours aussi discrètement, mais toujours aussi sûrement. Ça monte progressivement. L'intérêt ne faiblit pas sur le low-code, no-code, mais également sur le RPA, qui est en quelque sorte la tendance invisible, parce qu'on en parle relativement peu dans les médias, qui est la plus prégnante chez les clients. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'opérations qui reposent sur ces solutions et c'est tout à fait significatif. Mais bon, là, pareil, comme ce sont des tendances discrètes, on n'a pas d'éléments spectaculaires à mettre en avant, si ce n'est le fait que de plus en plus de clients s'y intéressent et l'adoptent. D'accord. Ok, très bien. Et enfin, pour finir, à la fin de cette présentation donc, qui a eu lieu en début janvier 2021, et puis vous pouvez retrouver également sur la chaîne YouTube de Redsen Consulting, tu avais évoqué quelques pistes pour le futur, quelques secteurs, quelques spécificités qui seraient, entre guillemets, de ton point de vue, en pleine expansion durant cette année, ou du moins vers lesquelles on se dirigerait au fur et à mesure de l'année. Il y en avait trois. C'était pour l'IA la piste symbolique, c'est-à-dire qu'on ne va pas se contenter de faire du machine learning, on va aussi prendre des approches symboliques, base de règles, moteur d'inférence, etc., comme au bon vieux temps, qui vont revenir dans la balance, qui vont revenir en piste. Bon, il n'y a pas d'éléments marquants là-dessus, donc on peut dire que ça n'a pas beaucoup évolué. Il y avait la réalité augmentée, on attend toujours un produit convaincant, éventuellement de la part d'Apple ou autre, mais on ne l'a pas encore eu, donc on ne peut pas en parler. Par contre, la troisième piste, c'était la blockchain, dont je ne suis pas un fervent partisan. Mais là, on a une évolution majeure qui est en train de se produire. C'est dans le cadre de la blockchain, pour les validations de transactions, c'est remplacer la preuve de travail par la preuve d'enjeu. Et sans jeu de mots, c'est un enjeu gigantesque parce que on voit bien que le principe de la preuve de travail, c'est-à-dire comment dire, les fermes de serveurs qui font du minage de Bitcoin et autres, et c'est un domaine que toi tu connais bien, que tu as éprouvé, tu es un pionnier là-dedans, donc tu vois de quoi je parle, qui a beaucoup évolué depuis le temps où tu le faisais. Maintenant, par exemple, on dit que les fermes de minage en Chine consomment autant d'électricité que l'Italie tout entière. Donc ça commence à peser. Et alors justement, il y a une autre approche qu'on appelait la preuve d'enjeu, qui est mise en avant par Ethereum. Et en ce moment, Ethereum est justement en train de basculer sur cette preuve d'enjeu plutôt que cette preuve de travail. Et c'est une évolution majeure qui a beaucoup d'importance parce que ça va rendre la blockchain plus acceptable dans le cadre de notre époque et des préoccupations de faut arrêter les gaspillages absurdes. Donc là, on a une piste qui se révèle parmi les trois que j'avais évoqués, et c'est le domaine de la blockchain et de tout ce qui tourne autour de la blockchain. Le changement majeur dans le cadre de la blockchain, le passage de la preuve d'enjeu, de la preuve de travail à la preuve d'enjeu, je vais y arriver, est un élément qui va dans le sens de ce qu'on évoquait dans la chronique qu'on a fait paraître récemment, à travers tout ce qui était autour de la crypto. Donc, on parlait de NFT, etc., mais on parlait surtout de défis, Decentralized Finance. Et là aussi, si on a une blockchain, principalement Ethereum, qui marche de mieux en mieux et qui gaspille de moins en moins, c'est clair que ça va être un élément accélérateur pour cette tendance. Donc voilà sur les pistes du futur. Eh ben, écoutez, merci beaucoup pour ce constat un peu de ces différentes prédictions et puis ces différentes avancées. Merci beaucoup, Monsieur Alors, il Lefebvre. ne faut pas oublier, quand on fait des prédictions comme ça, il ne faut pas oublier qu'on est forcément, on se met en porte-à-faux et forcément, on peut se tromper. Hein. Il y a à peu près, j'ai envie de dire, la moitié ou presque de ces pistes qui ne vont pas se révéler ou qui vont mettre plus de temps à se révéler. Hein. C'est un peu le jeu, c'est assez facile
C'est toujours facile de dire le quoi, c'est beaucoup plus difficile de dire le. Mais justement, c'est ça qui était intéressant dans cette revue à mi-parcours, c'est dans ces différentes pistes, il n'y en a aucune qui sont absurdes, quelles sont celles qui, pendant ces 6 mois, ont envoyé des signaux qui permettent de savoir si c'est sérieux, si c'est pour tout de suite, si c'est solide ou s'il faut encore attendre. Donc voilà l'intérêt de cette revue de détail. Ça marche. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci Euh, Arthur. je rappelle que du coup, le replay de ces fameuses tendances sont entièrement disponibles sur la chaîne YouTube. Et puis, n'hésitez pas à aller suivre le compte de Monsieur Lefebvre, Alain sur LinkedIn, et puis sinon le compte de Redsen Consulting également sur les différents réseaux. Merci beaucoup, Alain. Et puis, je te Merci souhaite une Arthur. excellente journée. Au À revoir. très bientôt.